avant de se lancer dans cette vidéo, j'aimerais faire un petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas entendu encore. Notre masterclass jeu de rôle est maintenant disponible en ligne. Alors si vous avez envie de me voir parler pendant 14 vidéos où j'analyse des parties de jeu de rôle que j'ai fait avec mes amis de systèmes que je connaissais presque pas, c'est vraiment un espèce de cours, une classe sur comment se lancer dans un système, comment préparer efficacement son plan de match, sa partie. Fait que sans plus tarder, continuons avec la vidéo. Alors aujourd'hui Internet, le but c'est de faire le tour de toutes les espèces jouables pour Donjons Dragons 5e édition qui sont proposées dans le guide du joueur. Donc ce sont les espèces classiques, traditionnelles, celles qui sont inspirées du grand folklore, de l'humanité, de Tolkien, des grandes histoires. Et une espèce, c'est vraiment la créature que vous jouez. Parce qu'il y a toutes sortes de créatures magiques qui peuplent les contrées de Donjons Dragons. Donc vous allez trouver autant des elfes, des nains, des humains. Dans une autre vidéo, je vais aborder toutes les espèces un peu loufoques qui ont été créées, qui sont un peu plus originales, peut-être un petit peu plus sautées. Mais je pense qu'il y a quand même de quoi à s'en mettre sous la dent, juste avec le manuel des joueurs. Donc si vous commencez, que vous êtes comme « Ah, je veux-tu être pas bon si je prends juste une espèce qui vient du livre de base? » Non, non, non! Il y a des très bonnes espèces et vous pouvez faire un aventurier incroyable avec ces bagages-là qu'on trouve ici, là-dedans. Boum! Alors, en 10e place, on a l'humain classique. L'humain classique, si vous prenez comme il est ici dans le manuel de base des joueurs, voici les avantages que vous avez si vous décidez d'être un humain. Premièrement, vous avez l'air d'un humain, donc pensez à tous les humains que vous connaissez, que ce soit Keanu Reeves, Guy Nadon, Meryl Streep. Il y a beaucoup de très bons humains, mais vous pouvez être un humain comme ça! Les avantages mécaniques que vous obtenez à la création de votre personnage, vous parlez 2 langues, donc ça c'est déjà pas mal. Vous pouvez choisir 2 langues que vous avez appris, parce que les humains voyagent beaucoup, et ils ont +1 à toutes leurs habiletés. Ce qui est quand même vraiment très chouette. C'est quand on y pense, +1 à toutes les habiletés, ça fait comme un total d'à peu près genre +6, c'est quand même fou. Mais en même temps, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de toutes ces habiletés-là. Quand vous créez un personnage, il est bien rare que vous vous dites que vous voulez être potable dans toutes les habiletés. La plupart du temps, on va laisser de côté une habileté qui va être un peu notre point faible. Fait que d'avoir +1 dans cette habileté-là, est-ce que c'est vraiment un si gros avantage que ça? Pas vraiment. Puis quand on pense que plusieurs autres créatures vont avoir des sorts gratuits, vont avoir des résistances aux dégâts, vont avoir une vision dans le noir, on sent que les humains sont un peu laissés pour compte. Fait que oui, le pauvre humain, c'est tout ce qu'il y a pour lui, mais qu'est-ce que tu veux, hein? On fait ce qu'on peut, mais on... L'humanité! 9e place, on a le Dragonborn. Le Dragonborn, ou le Drachéide, en français, c'est une espèce de créature draconique. Et il y a toutes sortes de trucs vraiment chouettes quand même que le Dragonborn possède. Entre autres, il a un souffle. Donc c'est un souffle qui est associé au type de dragon dont vous portez l'héritage. Donc si vous êtes un dragon chromatique, mettons vous êtes un Dragonborn blanc ou un Dragonborn rouge, ben vous allez avoir un souffle de glace ou un souffle de feu. Ça, c'est quand même assez chouette. Vous avez de plus résistance au type de dégâts reliés à votre souffle. Ce qui est vraiment super chouette, si vous avez vraiment envie de jouer un dragon, mais vous devez savoir que mécaniquement, le souffle, on se fait ce personnage-là, puis on est comme « Oh mon Dieu, je vais cracher le feu », puis tout le monde va faire « Ah !» Mais au début de votre personnage, vous faites 2d6 de dégâts avec le souffle choisi, ce qui est pratiquement rien en termes de jeu, et ça prend votre action. Alors imaginez toutes les choses que vous pourriez faire avec cette action-là que vous devez sacrifier pour lancer un petit peu d'énergie de votre bouche, et ensuite vous ne pouvez plus le faire pendant un petit moment. T'sais. Et même si ce souffle-là va faire plus de dégâts au fil de votre carrière, je pense que ça va jusqu'à 5d6 en toute fin de carrière d'aventurier,
5d6, c'est vraiment pas beaucoup. Surtout dans ces niveaux-là où on peut lancer ensuite des éclairs, des boules de feu, des cônes de froid. Je veux juste un peu baisser vos attentes. Je veux pas que vous pensiez que vous êtes un vrai dragon. Vous êtes un Dragonborn. Fait que voilà, ils sont en 9e place. En 8e place, on a le Tieflin. Donc le Tieflin, c'est le fameux démon qui marche parmi les hommes. Vous portez le bagage de votre lignée diabolique. C'est-à-dire qu'il y a quelque part dans votre famille un diable ou un démon qui s'est immiscé, qui a peut-être fait un pacte avec quelqu'un, peut-être que vous portez une ancienne malédiction, va savoir, mais ça fait que vous êtes maintenant un peu kinky, puis un peu edgy, puis vous avez résistance au feu. J'aime beaucoup les Tieflins, je pense qu'ils ont beaucoup de look, puis ça devient graduellement une des espèces iconiques de Donjon Dragon. Donc oui, vous pouvez vraiment avoir l'air d'un diable, mais on spécifie quand même que les Tieflins ont toutes sortes de bagages et d'héritages. Parfois, leur héritage est très subtil. C'est uniquement la couleur de leurs yeux qui dénote leur héritage diabolique. Parfois, ce sont de toutes petites cornes. Le Tieflin, bien sûr, on l'associe beaucoup aux Warlocks. Parce que les Warlocks font justement un pacte avec une entité. Fait qu'il y a toutes sortes de possibilités de roleplay que moi j'aime beaucoup. Essayer de comprendre d'où vient cette malédiction, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de différent. Puis ils ont des avantages quand même non négligeables. T'sais, ils ont des atouts en intelligence, en charisme, résistance et des sorts. Donc vous avez le sort Hellish Rebuke au niveau 3 et vous avez le sort Darkness au niveau 5. Fait que oui, c'est quand même... Et bien sûr, la fameuse vision dans le noir qui est rendue un incontournable. Si t'as pas vision dans le noir, ça peut être rochant d'explorer un donjon où les gens ont toujours peur d'allumer une torche pour se faire remarquer par les ennemis, donc c'est pas négligeable. Il existe toutes sortes de variants sur le Tieflin qui ont été publiés au fil des années qui ajoutent différents sorts que vous pouvez maîtriser et même certains Tieflins qui peuvent voler. Fait que oui, le Tieflin, c'est vraiment une espèce intéressante. Si vous avez envie de vivre un petit peu ces tourments diaboliques, j'aime le mal. 7e place, mon espèce préférée, je pense, de Donjon Dragon, le Hobbit. Je veux dire, l'Alphelin. Un petit peu notre personnage classique du Seigneur des Anneaux. Mais pour des raisons légales, très vite, TSR a dû changer le nom de cette espèce. Donc le Alphelin est une créature humanoïde qui ressemble à un humain de toute petite taille. C'est le roublard par excellence. Il a entre autres une habileté qui lui permet de se cacher dans l'ombre d'une créature plus grande que lui. Il peut aussi traverser la case d'un adversaire plus grand que vous sur le champ de bataille, ce qui est vraiment super pratique pour passer entre les jambes d'un crabe géant, par exemple. Ce qui est quelque chose qui arrive plus souvent qu'on le pense dans Donjon Dragon. Et l'habileté suprême de l'Alphelin, c'est son habileté d'être chanceux. L'Alphelin peut relancer les 1 qu'il obtient. N'importe quand! Tu roules un 1, tu le relances. Et il n'y a pas de limite à cette habileté-là, donc toute la journée, vous relancez vos 1. Ce qui fait que vos chances de rouler un 1 passent de 1 sur 20 à peu près 1 sur 400. Pas à peu près, c'est ça, je pense. Oui, c'est ça. Fait que je les imagine souvent ayant des familles nombreuses, puis mettant souvent leur famille de l'avant. Puis ça, j'aime beaucoup cette idée-là, qui est pas canon, c'est vraiment juste dans ma tête. Fait qu'à chaque fois qu'on joue un Alphelin, on a toujours de vastes familles avec toutes sortes de cousins dans plein de villages autour. On a toujours un contact à quelque part. Et en plus, si vous jouez un roublard, vous avez accès à des contacts dans des guildes de voleurs, etc. Ben, il ne faut pas sous-estimer les Alphelins non plus pour des mages, des lanceurs de sorts, même des combattants. Il y a plusieurs builds vraiment intéressants où vous pouvez utiliser votre dextérité et votre petite taille pour tirer votre épingle du jeu. Ensuite, on a le demi-elfe, qui est vraiment le meilleur des mondes entre l'elfe et l'humain. Votre charisme est augmenté de 2 et vous choisissez 2 autres habiletés qui augmentent de 1. Vous avez aussi la versatilité des compétences, un peu comme un humain. Donc, vous pouvez choisir que vous ajoutez votre bonus de maîtrise à 2 compétences de votre choix. Fait que ça, c'est vraiment super. Vous pouvez créer un peu votre personnage là-dessus. Parce que si vous avez un guerrier à demi-elfe, puis que vous voulez faire que c'est un peu un diplomate, ben, avec cette habileté-là, vous choisissez que vous avez bonus de maîtrise. Alors, je sais pas, moi, persuasion, tromperie. Puis en plus, le bon vieux fameux vision dans le noir. On le répétera jamais assez, mais ça va être un incontournable.
À moins que votre maître de jeu, justement, joue vraiment pas avec l'éclairage, mais sinon, dès qu'un maître de jeu découvre qu'il peut faire chier ses joueurs avec ça, il va toujours vous en parler. Mais comment vous êtes éclairé, là? Comment tu vois, toi, en ce moment? Tu vois pas, je pensais. Tout est invisible pour toi en ce moment. Fait que oui, vision dans le noir, ça va régler tous ces problèmes-là. Vous aurez jamais besoin de torche. Vous allez toujours être à l'affût. En 5e place, on a, je crois, une espèce qu'on sous-estime et qu'on voit trop peu parce qu'elle est incroyable. C'est le gnome. Le gnome qui est une toute petite créature qui a un bagage issu du monde des fées. Imaginez ces créatures qui sont un peu quirky, qui sont un peu étranges, un peu loufoques. Moi, j'aime la vision de Pathfinder des gnomes. Les gnomes sont curieux, ils sont intrigués, ils sont passionnés, ils ont besoin de remplir leur longue existence par de nouvelles découvertes sans cesse. Puis ça, je trouve ça le fun, c'est que le gnome est poussé par sa quête de découverte, d'innovation, de rencontres. Fait que oui, bien sûr, on parle de tout un lot d'éléments vraiment chouettes. Ils peuvent parler avec les petits animaux, ils ont accès à des sorts, ils ont avantage sur tous leurs jets de sauvegarde face à des sorts qui vous demandent de faire un jet de sauvegarde d'intelligence, sagesse ou charisme. Incroyable! Incroyable! C'est grosso modo comme si vous aviez résistance à la magie parce que presque tous les sorts dans le jeu vous demandent de rouler un jet de sauvegarde avec ces habiletés-là. Il y a tout un lot de sous-espèces de gnomes qui sont super intéressantes, entre autres certains qui vont vous donner un petit trinket mécanique, un petit objet, un toutou mécanique qui est vraiment chouette. C'est bien sûr de très bons artificers, parce que dans le lore général, on voit les gnomes comme des inventeurs, des ingénieurs, des gens qui vont créer, qui vont peindre, qui vont être des artistes. Puis j'aime beaucoup ça. Moi, ça résonne beaucoup avec ma vision du monde. Fait que oui, j'aime beaucoup les gnomes. Mécaniquement et thématiquement, je trouve que c'est une super espèce à jouer. En 4e place, on a le demi-orc. Le demi-orc, c'est vraiment une super espèce. Si vous avez envie de dire une fois par jour, non, excuse-moi, je meurs pas. Une fois par long rest, si vous tombez à 0 point de vie, vous tombez à 1 point de vie plutôt. Donc c'est vraiment de refuser votre destin. C'est juste qu'ils sont pas tuables, les maudines. Imaginez, genre, vous tombez en bas d'une tour, d'une falaise, vous recevez 85 points de dégâts au moment où il vous reste 3 points de vie. Vous ignorez tout ce dégât-là, vous vous relevez, vous secouez les poussières et les feuilles mortes sur vous, vous êtes à 1 point de vie à la place. Fait que oui, ne serait-ce que pour ça, il y a d'autres habiletés, mais c'est vraiment le gros avantage des demi-orcs, c'est qu'ils ne meurent pas. Puis je vous inviterai aussi à essayer de trouver une façon de contourner les stéréotypes qu'on a sur les demi-orcs qui sont épais, puis qui sont... C'est pas une réalité dans le monde de Donjons Dragons que les demi-orcs sont stupides. Ils cherchent une place, eux autres aussi, où vivre, puis c'est pas parce qu'on est fort qu'on est nécessairement un nigo. Fait que ça peut être des gens extrêmement déterminés, pleins d'ambition. Fait que des humanoïdes conscients comme tous les autres. Fait qu'hésitez pas à contourner ces clichés-là pour créer un personnage demi-orc incroyable. En 3e place, on a les elfes. Notre bon vieux Legolas, Arwen. Vous savez, ces créatures qui sont quasiment immortelles. Dans Donjons Dragons, on dit qu'ils vivent presque jusqu'à 1 millier d'années, mais moi je les imagine facilement, comme dans le lore de Tolkien, passer des millénaires à parcourir le monde, enrichir leurs connaissances, avoir un mode de vie qui est beaucoup plus lent que les autres humanoïdes parce qu'ils ont le temps devant eux. J'adore les elfes pour ce que ça représente. Ils sont très durs à jouer, à mon avis. La plupart des elfes que j'ai vus en jeu, finalement, ce sont des humains bien normaux, mais dans leur façon d'interagir avec le monde. Puis c'est dur, hein, si vous avez écouté Rings of Power, vous le savez peut-être, c'est pas facile de jouer un immortel sans avoir l'air d'un robot. Oh, excuse-moi, je suis vraiment chien avec la série. C'est pas évident à jouer, mais je vous inviterais à, si vous incarnez un elfe, vous posez la question... comment est-ce qu'un vampire immortel aborderait les gens? Tournez-vous plus vers ces référents-là, Anne Rice, Lestat, Louis, d'avoir une vision de créature qui a vécu des siècles, puis qui se sent un peu invulnérable aussi, qui veut préserver certaines choses aussi, qui n'a peut-être pas les mêmes priorités que les humanoïdes, qui veulent juste que les choses arrivent, qu'ils se passent vite, vite, vite. Peut-être que les elfes sont plus portés sur « on va prendre notre temps, on va s'assurer de bien faire les choses ».
une certaine bonté, une sagesse. C'est comme un grand-père qui parle à ses enfants. Ça dépend de votre grand-père. Il y a des grands-pères qui sont des vieux torieux. Quelques éléments importants. Vous avez avantage sur vos jets de sauvegarde pour éviter d'être charmé. Vous ne pouvez pas être endormi par des moyens magiques. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier parce que ça peut être crucial quand on affronte, par exemple, des sorcières. Et je vous inviterai quand même à aller voir les lignées d'elfes, parce qu'il existe dans les livres publiés toutes sortes de types d'elfes que vous pouvez être. Par exemple, elfes des bois, elfes de l'espace qui peuvent se téléporter. L'elfe des bois a une vitesse de déplacement de 35 pieds, donc il est plus rapide que la moyenne. Ces lignées-là sont vraiment très très fortes. Entre autres, les elfes des ombres, les chars Adakai, quelque chose comme ça, qui sont insane. Ils ont vraiment des sorts fous. Fait que ça vaut la peine d'aller checker ça parce que ça peut vraiment être une des espèces complètement brisées du jeu, qui est vraiment une bonne tête au-dessus de toutes les autres. En deuxième place, on a le nain. J'adore les nains! J'adore leur culture, le fait que ce soit des mineurs, des marchands, des commerçants, des politiciens, des gens réalistes, terre à terre. Il n'y a pas de bullshit avec les nains. Il y a toutes sortes de choses très chouettes à faire avec les nains thématiquement, mais c'est mécaniquement que les nains sont juste absolument vraiment trop puissants. De base, vous avez une amélioration de caractéristiques en constitution, ce qui est vraiment super. Vous avez une résistance au poison, parce que c'est vraiment dur d'empoisonner un nain. Et en plus, vous devez le savoir, le dégât de poison, c'est probablement un des dégâts les plus fréquents dans le jeu, outre le feu. Fait que d'avoir résistance au poison, c'est incroyable! Et il existe toutes sortes de nains, mais le fameux nain des montagnes a des habiletés qui sont quand même assez incroyables. Vous avez un +2 en constitution et un +2 en force. Vous avez deux améliorations de caractéristiques à +2. Je pense que c'est une des seules espèces du jeu qui reçoit ces bonus-là gratuitement. Et vous pouvez avoir un proficiency avec les armures légères et médium. Donc, peu importe votre classe dans Donjon Dragon, vous pouvez avoir une armure légère ou médium dès le début, uniquement parce que vous êtes un nain des montagnes. J'ai un certain attachement aux nains parce que j'en ai joué plusieurs quand j'étais jeune et je trouve que il y a vraiment quelque chose de cool dans cette idée-là de comment varier sur l'archétype de Gimli, du bourru, un peu difficile d'accès, mais qui va finir par devenir notre ami. Et quand tu développes une amitié avec un nain, c'est pour toujours, tu sais. J'aime cette idée-là de la personne, parce que ça crée tout de suite un arc de personnage. Au début, il est dur d'approche, puis graduellement, au fil de l'aventure, il s'ouvre à nous et il devient quelqu'un de sensible, qui va parler de lui, alors qu'il en parlait jamais au début, tu sais. Moi, j'aime cette courbe de personnage-là, puis je trouve qu'avec le nain, c'est vraiment facile à faire. Et en première place, on a le fameux humain variant. Fait que l'humain variant, non, ce n'est pas une nouvelle souche de COVID-19, c'est en fait, c'est l'humain comme il devrait être joué. Donc, vous obtenez un petit bonus, une petite amélioration de caractéristiques. Je pense que c'est +2 dans l'habileté de votre choix, mais vous commencez avec un don! Un don gratuit dès le niveau 1. Et pour faire un build dans Donjon Dragon, et vraiment avoir une petite longueur d'avance dans les 2-3 premiers niveaux du jeu, ça vous prend un don. Fait que l'humain variant, pour moi, c'est souvent une super option. Si votre maître de jeu joue avec les dons et qu'il est à l'aise avec l'humain variant, il faut le prendre parce que les dons sont juste incroyables. Fait que ce soit expert en arbalète, que ce soit d'avoir une résistance, d'avoir un bonus de maîtrise dans un jet de sauvegarde de plus, de pouvoir résister à 3 dégâts par tour, vous donner plus de points de vie. C'est vraiment très puissant avoir un don. Vous pouvez construire tout votre personnage autour. Puis moi, personnellement, je trouve ça plus intéressant que d'avoir un paquet de petites améliorations de caractéristiques, d'avoir un pouvoir qui va vraiment venir définir mécaniquement des choses que je peux faire qui sont uniques à mon personnage. Fait que oui, vraiment, humain variant, meilleure espèce du jeu, à mon avis, puis c'est cool les humains, j'aime bien les humains, je suis un humain. Fait que voilà, c'était mon top des espèces dans Donjon Dragon 5e édition. Vous, à votre avis, quelle est la
meilleure espèce du jeu. Avez-vous une espèce préférée? J'espère pouvoir vous retrouver dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ça, les vidéos où je parle de trucs de jeux de rôle. J'ai toute une liste où je fais des conseils de jeux de rôle. J'ai même fait mes tops de plein d'affaires de jeux de rôle. Hey, je parle beaucoup de jeux de rôle, on dirait. Fait que voilà. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye.